Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous, avec une femme qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine de la spiritualité. Bonjour Sophie. Salut Alexandra. Alors Sophie, qu'est-ce qui t'a intéressée au début à la spiritualité? Comment tu t'es, intéressée à ce domaine-là? Comment je me suis intéressée à ce domaine-là? Je dirais que c'est plutôt du fait du hasard, même si c'est un domaine qui m'a toujours passionnée dans la mesure où mon grand-père était guérisseur. J'ai un oncle qui était sourcier. Alors sourcier, c'était pas son métier, mais c'est quelque chose qu'il savait très bien faire. Et donc c'est toujours quelque chose qui a fait partie de mon paysage, même si en fin de compte on en parlait très peu chez moi. Et pour autant, j'ai eu un parcours très normé, je dirais, au départ, hein, vis-à-vis de mes études, de mes premiers métiers. Et cette spiritualité, je pense qu'elle est plus venue s'inscrire à un moment donné où j'allais mal dans ma vie et où j'ai vraiment commencé à m'interroger sur moi-même. Il y a une quête de sens qui a démarré. Et c'est à travers cette quête de sens que j'ai fait des expériences qui ont complètement bouleversé ma vision du monde, je dirais, même si ça fait un peu pompeux comme ça, mais ouais, c'est vraiment venu bouleverser ma vision du monde. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, ok, Sophie, arrête de croire en... Enfin, ouvre tes horizons, en tout cas, arrête de te limiter à ce en quoi tu croyais exclusivement avant et accepte qu'il y a des choses qui te dépassent. Et ça m'a suffisamment touchée et passionnée pour que j'ai envie d'en faire quelque chose D'accord. dans mon Et métier. voilà, du coup, est-ce que tu pourrais, nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel et à quel moment, du coup, tu as pu, intégrer la spiritualité? Qu'est-ce qui t'a fait changer un petit peu de domaine, en fait? Donc mon parcours, en premier lieu, je dirais que c'est un parcours qui m'a mené du salariat vers l'entrepreneuriat, puisque au départ, j'ai fait des études comme tout le monde. Je pensais pas du tout à l'entrepreneuriat au départ, parce que c'est quelque chose qui fait pas du tout partie de ce que j'ai pu voir en fait dans mon éducation. Mes parents sont pas entrepreneurs, c'est des salariés. Et voilà, c'est ok, hein, c'est très bien comme ça. Mais c'est pas un modèle vraiment que j'avais, donc je ressentais pas vraiment ces aspirations-là. Et c'est en rentrant dans le monde du travail euh, que je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, que ça avait pas de sens pour moi. Et il y a un moment donné où j'ai fait un burn-out en fait, quoi. C'est-à-dire que je me sentais complètement perdue. Je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'étais bonne dans quelque chose que pour autant j'avais envie d'en faire mon métier. Et là, je parle du métier de chargé de communication que j'exerçais. Et en fait, en me projetant, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire de ma vie, même si c'est stimulant. Et je me rendais compte que ce qui me plaisait dedans, c'était le fait d'être stimulé intellectuellement, c'était le fait d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir créer, pour pouvoir présenter des dossiers, les déployer. C'est plus tout l'aspect créativité en réalité qui m'intéressait dans tout ça. Ça m'allait puisque j'avais cette marge de manœuvre là. Mais en réalité, je sentais que j'avais pas spécialement envie de le faire pour quelqu'un. Donc, je pense que ça m'a un petit peu chamboulé de m'en rendre compte parce que pour moi, je pense que cette démarche entrepreneuriale, au départ, elle était pas évidente, elle était même pas forcément dans mon paysage. Donc, je me suis juste retrouvée un peu perdue à me dire, mais du coup, qu'est-ce que je fais en fait? J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. C'est quand même vachement embêtant. Que je vais faire quoi? Du coup, comment je vais gagner ma vie? Et, euh, et donc au départ, il y a eu une phase où vraiment j'ai été perdue et c'est une période où tout s'est effondré en fait. C'est-à-dire que j'ai démissionné sans trop savoir vers quoi j'allais me diriger. J'ai rompu d'une personne avec qui j'étais depuis 7 ans.
Ouais, je me sentais vraiment perdue. Voilà, on venait d'acheter une maison en plus, tout ça, enfin la totale. Et, ouais, mon monde de cet instant-là vraiment s'est effondré, quoi. J'avais plus de repères et c'est là que on m'a fait j'ai une copine qui m'a proposé de participer à quelque chose qui s'appelle une Odyssée chamanique, qui est un espèce de festival chamanique sur 4 jours, avec voilà, limité en nombre de personnes, avec une quinzaine de chamans. Et il s'est passé des choses très fortes pour moi à ce moment-là, sachant que j'avais toujours cette petite culture spirituelle en toile de fond, mais qu'on n'appelait pas du tout comme ça dans ma famille, du fait que voilà, j'avais un grand-père, du coup, ce que je te disais, qui était guérisseur, que j'avais des sourciers, des choses comme ça. Il y avait pas mal de magie, en fait, dans ma famille. Et pourtant, on n'en parlait pas, parce que, tu sais, c'est un peu un truc d'ancien, en fait. Avant, tous les bleds, ils avaient leur coupeur de feu, tout ça, donc il n'y avait rien de c'était presque une norme en fait. Tu vois, dans ma famille, on n'en parlait pas, il n'y avait rien d'exceptionnel, ça n'avait rien à voir avec la spiritualité ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça faisait partie de mon paysage depuis l'enfance. Donc il y avait des choses que j'étais prête à admettre. Et ce festival chamanique, il est venu complètement voilà, bouleverser mes croyances, la vision que j'avais du monde. Et, et je pense que j'ai commencé à ce moment-là à cheminer réellement vers moi et vers mes aspirations profondes. Et, euh, et je l'ai subi de façon assez violente au départ, puisque c'était dur d'accepter que, en fait, le cadre que j'avais toujours connu et qui correspondait un peu au seul moule que je connaissais, hein, qui est aussi un moule un peu sociétal, mais voilà, qui est un mélange en fait, hein, de ce qu'on pense que la société attend de nous, que nos parents attendent de nous. Donc j'étais très enfermée là-dedans et là je me dis aïe aïe aïe, mais en fait, oui, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je suis pas du tout faite pour ce moule-là. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc je commence à accepter que je suis pas capable, c'est pas que je suis pas capable, mais à ce moment-là précis, si c'est un peu le cas, à ce moment-là précis, je me rends compte que je ne veux pas travailler pour quelqu'un et que vraiment, mais viscéralement, je n'en suis pas capable dans l'immédiat. Donc, je commence à me dire, bon, bah, Sophie, en fait, travailler pour quelqu'un, c'est pas ce dont tu as envie. Donc, je commence à accepter ça. Et tout à fait par hasard, à côté de ça, je me retrouve à tirer les cartes d'un oracle chez une copine. Et en fait, je me rends compte que, je sais pas, il y a une espèce d'alchimie qui se passe, il y a une espèce de feeling, et ça a du sens pour moi de faire ça. Je me rends compte voilà, je sais pas, il y a un lien qui se crée, et je me dis, mais c'est trop bien ce truc, moi j'ai envie de m'amuser à ça. Donc, parce que c'est très bien de savoir hein, que je voulais plus travailler pour quelqu'un, mais pour autant, on a envie quand même de donner du sens à ce qu'on fait professionnellement. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était en fait, de quelle façon j'avais envie de donner du sens à tout ça. Et là, j'ai un feeling avec ça, donc je me dis, bah tiens, et je dis professionnellement, mais au départ, le deal, c'est pas du tout d'en faire quoi que ce soit. Mais je commence à m'amuser avec les cartes. En parallèle, je pense, pour gagner du temps, mais non pas que, euh, pour faire un truc pour la première fois, pour moi, sans rien devoir à personne, je fais un CAP d'ébéniste. Donc ça remonte à il y a quelques années. Je fais un break et je fais ce CAP d'ébéniste en 1 an, dans lequel je m'éclate, je renoue à ma créativité manuelle aussi. Et en parallèle, je m'amuse avec mes cartes, je m'achète un tarot, et puis je tire les cartes aux gens autour de moi. Et puis mon CAP se termine, j'arrive aussi pas loin de la fin de mes aides, de mes allocations chômage, et je me dis bon bah là qu'est-ce que je fais? Et bah là je commence à faire ce qui me semble normal à ce moment-là. Je cherche un job et je regarde toutes les annonces d'emploi. Déjà c'est pas drôle chercher un job, hein, qu'on se le dise, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Et là, j'en cherche un, sachant que profondément, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Et je commence à déprimer. Et, euh, et c'est une copine qui me dit, bah pourquoi est-ce que tes tirages, tu les ferais pas payer aux gens? Donc au départ, j'ai trouvé que c'était du délire. Mais elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il me manquerait plus que ça, que je devienne un de ces espèces de charlatans qui tire les cartes aux gens pour de l'argent, une diseuse de bonne aventure. Ouais, ça venait toucher plein de choses, hein. Et, euh, et à la fois, il y a un truc en moi qui était là, mais oui, mais quelle idée fantastique! Et, euh, et en fait, tout à fait pas assumé. Je me suis dit, allez, vas-y Sophie, balance-toi. Et puis comme je suis un petit peu, comme je suis quelqu'un d'assez déterminé, et que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, je le fais carrément en micro-entreprise, quoi. Je crée une micro et je me dis, bah vas-y, c'est parti. Et, et je me dis, bon, Sophie, tu vas peut-être pas gagner ta vie avec ça, donc trouve un compromis, fais ça la moitié de ton temps et l'autre moitié, bosse pour quelqu'un. Travailler pour quelqu'un dans ce contexte-là, ça me convenait, en fait, puisque je savais pourquoi je le faisais. Et puis tu pouvais te réaliser à côté, alors Voilà, que tu avais l'impression de exactement. pas te réaliser en travaillant pour quelqu'un. Tu avais l'impression, enfin, d'après ce que tu dis, c'était vain pour toi de travailler pour quelqu'un. Ça te permettait pas de te réaliser, alors que, d'un côté, quand tu as créé ta micro-entreprise, tu avais, cette partie de toi qui pouvait se réaliser et cette autre partie de toi qui avait la sécurité d'avoir un emploi, disons, Ouais. commun. Ouais, et puis voilà, une sécurité financière et en fait, ça me permettait de l'aborder complètement différemment puisque du coup, cet emploi salarié, j'y allais aussi pour voir des gens, pour créer du lien social. En fait, j'avais l'impression d'y aller aussi un peu pour m'amuser. Ce qui fait que du coup, j'étais très efficace dans mon travail en termes plutôt de cohésion d'équipe, je dirais, parce que parce qu'en fait, moi, du coup, j'étais heureuse en fait, parce que je savais que ce travail-là, c'était pas ma vie, et qu'à côté, je vivais pas de ma passion. Vivre de ma passion, c'était un grand mot, mais en tout cas, oui, je me nourrissais de ma passion, quoi. Et, euh, et puis, de fil en aiguille. D'ailleurs, j'aime beaucoup la citation de. Alors, je dis la citation de Steve Jobs, mais je sais même pas laquelle elle est exactement. Mais tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu cette citation où en gros il dit que, en fait, un contrat salarié, c'est comme travailler au délire d'un autre, en fait, travailler pour le délire d'un autre, le délire de son patron. Et en fait, le jour où j'avais entendu ça, je me suis dit, mais oui, mais moi, c'est pour mon propre délire que j'ai envie de travailler, quoi. Ça m'intéresse pas de travailler pour le délire d'un autre qui est pas le mien, quoi, qui est juste pour gagner ma croûte. C'est pas comme ça que j'envisage la vie, quoi. Donc, donc il y a eu cette période où j'avais ce double emploi, à la fois entrepreneuse et à la fois salariée. Et oui, Je suis oui, désolée, je te coupe, mais pour revenir sur ce que tu as dit, je trouve ça super intéressant quand tu dis que, bah, parce qu'en fait, tu pouvais te réaliser à côté et que tu as compris que ton métier n'était pas ta vie. À ce moment-là, tu as été beaucoup plus productive et tu as pu le vivre beaucoup plus, de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus légère. ouais, Et alors que souvent, on se complètement. dit: «Mais en fait, pour bien travailler, il faut que, ton travail, ça soit toute ta vie. Pour être un bon travailleur, il faut travailler, tard, il faut venir tôt au travail, et il faut vraiment donner toute ta vie dedans». Et en fait, on se rend compte que mais c'est absurde parce que c'est totalement l'inverse. C'est à partir du moment où tu fais ce que tu aimes à côté et que, bah, tu as la possibilité et en fait, c'est un peu ce truc de, en fait, j'ai le choix d'aller, travailler ou pas finalement. Parce que celle-là, c'était un choix de vouloir, aller travailler. À partir du moment où tu penses du coup, enfin que tu te rends compte que tu as le choix, à ce moment-là, tu le vis de façon beaucoup plus sereine et tu es beaucoup plus productive aussi. Complètement. Je pense que dans n'importe quel job, de toute façon, quand tu sais pourquoi tu le fais, bah ça fait la différence, quoi.
Et même si t'y vas, bon, ouais, c'est différent, peut-être, je sais pas, juste pour payer un crédit ou quoi que ce soit. Et encore, si, ça peut faire la diff, quoi. Mais après, bien sûr, c'est un mélange de plein de choses. Mais c'est clair que, ouais, ça fait la différence, quoi. Donc, ouais, ouais, voilà, complètement. Et donc, après ça, ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, il y a eu un nouveau tournant, je pense. Voilà, il y a eu une nouvelle séparation. Et là, bah, disons que l'équilibre s'est trouvé un peu bouleversé puisque quand je faisais mes séances de cartes, je les faisais chez moi. Là, le fait de me séparer, de devoir déménager, je pouvais plus recevoir les gens. En gros, bref, il a fallu que je prenne un emploi salarié à plein temps. Là, je me suis dit, là, Sophie, il n'y a même pas besoin de réfléchir à est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. Si je le fais pas, je ne peux juste plus payer mon loyer et je me retrouve la corde au cou et juste financièrement, je n'avais aucune solution à part celle-ci. Donc, je me retrouve à bosser à plein temps et, euh, et dans un contexte en plus que j'aurais pas du tout imaginé parce que je me retrouve à travailler dans une banque. Et oui, je dois avouer, j'étais pleine de préjugés en arrivant dans cette banque, en me disant oh là là, mais je vais tomber avec des gens, voilà, étroits d'esprit, des banquiers, vraiment toute l'image de base la plus négative qu'on peut s'en faire. Et, euh, et en fait, je l'ai très très bien vécu. Donc je me retrouve à travailler dans le secteur bancaire, ce qui n'était pas du tout prévu. J'ai même pas les compétences, mais en fait, c'est mon ancienne responsable, quand je lui dis il faut que je parte, je suis obligée de partir, j'aime bien bosser avec vous, mais je suis obligée de partir parce qu'il me faut un emploi à plein temps. Et c'est elle qui me trouve ce poste, en fait, bah, voilà, via enfin, voilà, via son compagnon, hein, simplement. C'est elle qui me propose ce poste et je lui dis mais moi mais bosser dans une banque je sais pas faire. Elle me dit ah mais c'est bon t'inquiète tu vas apprendre et il se trouve que comme j'ai une foi immense en la vie, je me dis bah ok Sophie juste c'est peut-être exactement ce dont tu as besoin tout de suite donc vas-y. Et avant quand même avant ça j'avais commencé un an auparavant une formation d'harmonisation des lieux de vie. Donc voilà, géobiologie, feng shui, nettoyage des lieux. Et donc le but, je me suis passionnée voilà, par cette formation, j'ai trouvé ça absolument fantastique, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, et ça je veux le faire, je veux pouvoir un jour le faire à plein temps. Donc je me suis dit, ok, cet emploi salarié à plein temps dans cette banque, c'était pas prévu, mais c'est peut-être voilà, c'est peut-être ce dont j'ai besoin là tout de suite et c'est peut-être cohérent avec voilà ce qui est juste pour moi donc juste vas-y. Et effectivement ça a été très bien le temps que ça a duré, ça m'a permis de terminer ma formation, ça m'a permis de préparer la suite et puis j'ai passé donc un peu plus d'un an ou un an je crois, un peu plus d'un an dans cette banque avec des gens en plus formidables, des gens profondément humains, hyper bienveillants, qui vraiment, c'est des gens voilà, qui sont vraiment dans mon cœur aujourd'hui. Donc autant vous dire que les stéréotypes, quels qu'ils soient, peu importe dans quel secteur, il y a toujours des humains derrière. Donc voilà, c'est un message à moi-même. Surtout venant du Ouais, milieu de la spiritualité, c'est vrai qu'on entend souvent, «Ah mais tout ce qui est, la banque, l'argent, enfin voilà, tout ce qui se rapporte vraiment, à ça, c'est, tabou, on va dire. C'est un peu le mal incarné et du ouais. coup, c'est je pense que ouais, c'est intéressant justement de voir, ton point de vue et qu'on puisse essayer peut-être de démonter un peu ces préjugés-là, justement que, Mais bah, ouais, la complètement. la banque, c'est pas, enfin, les gens, peuvent aussi, être humains et bienveillants dans une banque et que l'argent ne fait pas d'eux des gens sales ou enfin Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, oui, et puis on peut pas réduire une seule personne à tout un système bancaire, quoi. Donc, système dans lequel on a toujours tous notre part de responsabilité et tous notre rôle à jouer en plus. Mais effectivement, on peut pas réduire une seule personne à ça.
et où qu'on aille dans chaque métier, voilà, il y a un humain quelque part et moi je suis tombée sur des humains, formidables en l'occurrence, quoi. Et Donc tu dis aussi que enfin, parce que là, tu dis qu'en fait, du coup, on est aussi acteur de ce système et ça me renvoie aussi à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais, tu parlais des normes sociétales et tu as bien précisé, ce qu'on pense enfin, ce que je pensais que les normes sociétales m'imposaient et ouais, ça c'est hyper j'aimerais vraiment souligner ça, c'est que tu mets vraiment en valeur le fait que c'est ce que tu penses que les normes sociétales t'imposent. exactement, Mais c'est pas ce que les ouais. normes sociétales, en réalité, t'imposent. Non, 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 Parce pas qu'en du tout plus, on est et on est ouais, on est la société finalement et on voit à travers notre filtre, la société et peut-être que si on ouais, peut changer de filtre, ben, on va voir autre chose de la société aussi. ouais, mais complètement et bah, si je peux apporter des précisions vis-à-vis de ça, je l'ai d'autant plus vécu fort que, j'étais mais traumatisée à l'idée de dire à mes parents que, j'avais plus envie de travailler pour un patron, que, que j'allais quitter mon emploi pour faire un CAP d'ébéniste. Moi je franchement ça se passait bien, je gagnais ma vie, voilà, je gagnais pas non plus, 3 000 balles, ni 2 000 balles par mois, mais j'avais un salaire qui était correct. Hem, je voilà, ouais, je gagnais ma vie normalement, et en fait, de me dire en fait, je m'imaginais la réaction de mes parents, quoi. Parce que, ouais, en fait, mes parents c'est ça qui est dingue, c'est que mes parents, ils ne m'ont jamais rien demandé. Ils ne m'ont jamais rien imposé. Et moi, je me faisais tout un monde toute seule parce que en fait, juste par mimétisme, voilà, on a observé, nos parents, les gens autour de nous, toute notre enfance, bah, toute notre vie, même jusqu'à notre vie de jeune adulte et moi, j'étais persuadée que mon monde allait s'effondrer, et que j'allais perdre l'amour de mes parents, hein, si j'arrêtais ça, quoi. Si je quittais cet emploi, si je quittais ce mec qui était, le gendre idéal, si je quittais cette baraque que je venais d'acheter avec lui, je me suis dit: «Mes parents vont cesser de m'aimer», quoi. Mais vraiment, j'en étais là et et quand j'ai dit à mon père je me suis faite violence, hein, parce que vraiment je flippais. Quand je lui ai dit: «Écoute, papa, ouais, en fait, j'ai envie d'être une artiste». Alors sachant voilà, je suis une artiste de la vie, hein, je suis pas du tout une artiste en ébénisterie. Quand je lui ai dit, voilà, je vais faire un CAP d'ébéniste, moi travailler pour quelqu'un, ça m'intéresse pas, j'ai envie d'être une artiste. Il y avait un peu une énergie, d'affront quand je lui ai dit, parce que j'avais besoin de me donner du courage, d'être prête et Je suis artiste. ouais, j'ai envie d'être une artiste et et en fait, et il m'a dit: «Bah, OK, c'est super». Là, j'ai fait genre: «Quoi?» Je me suis dit: «Quoi?» Je me suis vraiment prise la tête, enfin tout ça pour ça, quoi et même même mes amis, enfin c'est dingue ce qu'on s'imagine. Je me suis dit: «C'est pareil, si je leur dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» Et c'est pareil, je pense à une copine en particulier où vraiment je flippais de lui dire et quand je lui ai dit: «Écoute, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de faire un CAP d'ébéniste», elle m'a dit: «Mais c'est super, je te vois tellement bien là-dedans». Et une fois de plus, j'étais là: «Quoi?» Mais c'est pas du tout la réaction que j'attendais de vous et mais c'est incroyable et je me suis dit: «Mais juste Sophie, arrête en fait de te projeter comme ça sur la réaction des gens» parce que c'est là que j'ai profondément compris qu'effectivement, la société n'attend rien de moi, mes parents, mes amis n'attendent rien de moi en fait, c'est vraiment ce que j'imagine qu'ils attendent de moi et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là, puisque, en réalité les gens n'attendent rien de nous quoi, hein. Eux, ils vivent leur propre vie aussi quoi. Lâchons-nous la grappe, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui et puis il y a ce truc aussi, je pense, tu sais, quand on dit, heu: «Oui, mais la société est contre moi un peu». Il y a ce truc de, bah, en fait, on se place en tant que victime de la société, donc forcément, si on est victime de la société, bah, on n'a plus de levier d'action. Donc nous, on ne peut plus rien faire, en fait et on se met dans une position de, «Ah bah, je suis impuissant».
Ouais. Alors que en fait, on est aussi la société, on est une part de la société donc en fait, on a le pouvoir de faire, ce qu'on veut et de faire autre chose dans cette même société, qui en plus je ne vois qu'à travers mon filtre alors qu'en fait, elle est, beaucoup plus que ce que je pense qu'elle est et ouais, Mmh. ça permet de reprendre justement reprendre un peu les rênes. Ouais, ouais, de reprendre sa souveraineté, carrément, ouais. Mmh, complètement. Voilà. Non, non, mais c'est ouais, c'est important de le souligner. Hem et du coup, qu'est-ce que je disais? Bah, simplement, en fait, donc ça a été mon dernier emploi, salarié, donc de travailler dans une banque, où ça s'est très, très bien passé. Mais il y a un confinement qui est passé par là, du coup, il y a 1 an, hein, maintenant et qui m'a fait revenir, du coup, sur, ma terre natale, à Limoges et je savais que j'allais quitter j'habitais en Savoie, hein, même dans la banque, j'étais en Savoie. Je sentais que j'allais, quitter la Savoie, que j'arrivais au bout de quelque chose, mais je savais pas du tout où est-ce que j'irais, et de me retrouver, confinée ici, alors que j'avais jamais envisagé revenir, ça m'a paru, être une évidence et donc je suis revenue en septembre l'année dernière, 2020, en me disant: «Bon, bah, OK Sophie, tu quittes ton emploi salarié, tu quittes la banque, donc tant qu'à faire, voilà, tu quittes la région dans laquelle tu habites». Donc je me suis dit: «Bon, bah, là, ce coup-ci, je vais me donner les moyens à fond et être complètement, me mettre en phase avec, cet artiste de la vie que j'ai, envie d'être pour moi-même et donc je me lance là, 100 de mon temps dans cette activité, d'harmonisation des lieux de vie d'une part, tout en partageant à côté, mes connaissances, tout en créant d'autres choses qui sont en lien avec, voilà, des projets locaux, des acteurs locaux puisque c'est vraiment ça qui me nourrit, au quotidien de créer du lien, entre les gens, avec les gens. Donc aujourd'hui, je me sens complètement en phase avec, cette aspiration, d'entrepreneuse et j'ai complètement accepté que ma place, c'est là qu'elle est. Enfin, en tout cas, c'est là où je me sens le mieux et d'avoir accepté que, mes idées, même les plus, saugrenues soient-elles, et beh, en fait, voilà, elles ont du sens, elles auront forcément du sens pour quelqu'un et en tout cas, elles me nourrissent moi et j'ai vraiment la conviction que, à partir de là, tout est possible, en fait. Dans la mesure où moi, je suis en phase avec ma vérité, avec mes aspirations, que voilà, le reste, il suivra, quoi. Donc je me fais confiance et je fais confiance en la vie et puis on y va, quoi. Mmh. Et puis, j'aime bien aussi, cette phrase, bon qui n'est pas de moi, hein, mais qui dit que, si on a une idée, c'est qu'on a tout en nous pour pouvoir la réaliser. Mmh. Eh ben Et super. en fait, c'est exactement ce que tu dégages là et j'adore cette idée parce que du coup, tout devient possible, en fait. Ouais. Ah bah, ouais, ouais, moi tel que tu me l'as décrit là, cette citation, ça me va très bien parce que je me dis: «Waouh!» Ça veut dire que j'ai vraiment toutes les ressources pour mettre toutes mes idées en place. Mais ouais, je pense que pour moi, c'est ça le plus important en fait, c'est d'avancer en acceptant là où j'en suis et là où j'en suis aujourd'hui, c'est dans cette démarche de création, voilà, cette démarche entrepreneuriale, de donner vie à mes projets et, et puis peut-être que dans 5 ans, je sais pas, j'aurai envie de redevenir salarié. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Ce qui est important, c'est pour moi, c'est d'être toujours en phase avec sa vérité de l'instant et c'est quelque chose qui est complètement mouvant. Donc il faut savoir s'adapter. Et alors tu parlais du fait que tu, faisais de l'harmonisation de lieux. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? C'est sûr, parce que là, on est parti pour longtemps, hein. Bon, je vais essayer d'être concise.
Alors, oui, bah, bien sûr que je peux en parler. L'harmonisation des lieux de vie, telle que je la pratique, c'est, hem, c'est une méthode, thérapeutique et holistique. Donc, holistique, c'est un mot de plus en plus à la mode. Holistique, ça veut dire que ça prend vraiment en compte toutes les dimensions de l'être. C'est-à-dire qu'on comme ça, quand je parle d'harmonisation des lieux de vie, on a l'impression que je vais m'intéresser uniquement à la maison, mais en fait, pas que. Je vais m'intéresser à la maison et à ses habitants, puisque on part du principe que la maison, c'est une projection de soi, et que voilà, elle incarne dans la matière, qu'elle est la manifestation physique de nos schémas de pensée. Donc moi, je vais travailler sur la maison et je vais en même temps, du coup, travailler sur les gens. Et j'aime bien me considérer un peu comme un magnétiseur d'intérieur, puisque finalement, ce qu'un magnétiseur fait à l'échelle d'une personne, bah moi, quelque part, je le fais à l'échelle de la maison et ça va travailler sur les personnes. Donc, euh, donc voilà, waouh, je crois que j'ai jamais réussi à le dire de façon aussi concise. Que je peux rajouter quand même, qui est important, c'est que, pour en dire un peu plus, c'est que ça va travailler sur plusieurs aspects. On va nettoyer le lieu de ses mémoires, puisque quand il se passe quelque chose dans un lieu, ça laisse une empreinte énergétique, émotionnelle. Donc je vais nettoyer toute cette empreinte-là, toute la mémoire du lieu, et neutraliser également les phénomènes qui sont d'ordre géobiologique, voilà, qui créent des pollutions d'ordre géobiologique. Ça va être neutralisé, et il y a un aspect aussi feng shui, où on va travailler un peu plus sur la façon dont est aménagé l'espace, la décoration, voir comment l'énergie circule sur le lieu. Voilà, on va travailler sur ces trois aspects-là, et on va rajouter une dimension conscientielle à tout ça, dans la mesure où dans toutes les problématiques qui vont être relevées, enfin problématiques ou aussi tous les trucs cool hein, qui vont être relevés, on va faire des parallèles avec les gens parce qu'il y en a. Donc voilà pour la partie harmonisation. D'accord. Donc en fait, la façon dont on va arranger, par exemple, pour la partie plutôt feng shui, la façon dont on va arranger un peu, notre intérieur, comment on va aménager, enfin comment on va, mettre les meubles ou voilà, ça dit des choses de nous. Ouais, exactement. Inconsciemment, on projette dans notre intérieur des informations précises de nous-mêmes à des endroits précis. Et je sais pas, il y a un mot pour dire ça, tu sais, c'est vraiment un truc naturel, quoi. De la même façon que j'aime bien prendre cet exemple-là, où quand tu ouvres quelqu'un, voilà, peu importe que tu sois un pygmée ou un occidental ou un oriental, j'en sais rien, les organes, en principe, se trouvent tous au même endroit, on a tous deux bras, deux jambes, tout ça. Bah, c'est pareil pour ce qu'on projette, ces informations qu'on projette dans notre intérieur. Globalement, on projette tous bah, voilà, certains aspects de notre vie à des endroits spécifiques. Tu pourrais nous Donc donner un ouais, exemple? bah, par exemple, alors après je dis ça, il y a plein d'écoles, parce que là on parle du feng shui, et en plus, enfin pour moi le feng shui c'est pas l'aspect le plus représentatif de l'harmonisation que je pratique. Euh, donc c'en est vraiment juste un volet, mais et vraiment les experts en feng shui, hein, c'est des gens qui ont pratiqué ça pendant des années. C'est quelque chose de vachement pointu, le feng shui. Il existe plein d'écoles différentes. Donc moi, je vais simplement parler de celles qui me parlent, et c'est pour autant, voilà, c'est ma vérité, c'est comme ça que je travaille, ça a fait ses preuves jusque-là. Mais il y a aussi d'autres façons de procéder, et c'est ok. Par exemple, bah, quand on va rentrer dans une pièce, par rapport à la façade sur laquelle se trouve la porte d'entrée, eh bien, le mur en face, au centre, le tiers central du mur en face de celui où se trouve la porte d'entrée, on va appeler ça la zone de rayonnement. C'est-à-dire, c'est cette zone qui montre comment est-ce qu'on brille en société, qu'est-ce qu'on dégage de nous-mêmes. Et cette zone, voilà, bah, en fonction de comment vous la nourrissez, chaque zone du coup fonctionne comme un point d'acupuncture hein, en fait sur soi et sur ce qu'on va rayonner.
en fait, elle peut être, ça va être ça va être plus ou moins cool, quoi. C'est-à-dire que si on a une zone de rayonnement qui est toute triste, je sais pas, avec des couleurs sombres, sachant que la zone de rayonnement est liée à l'élément feu. Donc feu, des couleurs rouges, des choses qui sont assez clinquantes, quoi. Rayonnement, on peut aller dans le bling bling, il n'y a pas de souci. Il faut que ça reste juste avec qui on est aussi, hein, sinon ça n'a pas de sens. Mais voilà, la zone de rayonnement, par exemple, si dedans, je sais pas, il y a une plante morte, des couleurs ternes, la poussière, ça va montrer quelque part, c'est le reflet un petit peu euh, de l'estime que peut avoir une personne pour elle-même, par exemple. Et pour te donner, voilà, pour te dire, le coin, là je te parle du mur, du tiers central, mais le tiers de droite, toujours sur le mur qui fait face à la façade où se trouve la porte, le coin supérieur droit, lui, ça va être la zone amour, par exemple. Donc voilà, on va voir ce qui s'y trouve, si ça a besoin d'être stimulé ou pas, et on va y mettre des symboliques. En fait, il y a une façon très intuitive aussi de faire tout ça. Euh, il suffit juste d'avoir quelques clés, quelques bases, et déjà ça suffit à voir ce qui marche et ce qui marche pas, quoi, en général. Mais voilà, là une fois de plus, ça reste aussi une généralité. Il y a aussi des subtilités et puis voilà, et parfois il y a du cas par cas, quoi. Et alors dans l'harmonisation, en fait, tu dis que tu nettoyais les mémoires cellulaires, c'est ça? Ouais, la mémoire du lieu, ouais. Oui, parce que Mhm. oui, du coup. Oui, mémoire cellulaire, oui, la cellule physique du lieu, quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais, nous expliquer un peu, ce que c'est exactement? En quoi ça consiste de nettoyer cette mémoire? Bah, simplement, je sais pas, il se passe une grosse dispute ou je sais pas, des scènes de violence ou des maladies, des choses comme ça. Mais voilà, il se passe aussi des trucs super cool, voilà, une famille heureuse tout le temps, hyper positive. Tout ça, ça va donner une teinte en fait au lieu. L'énergie, elle va rester en place et le fait est que parfois, plus il s'est passé quelque chose de violent, plus l'empreinte elle est forte et, et en général, c'est-à-dire que comme le lieu c'est une projection de soi, on choisit pas notre lieu au hasard, donc on va choisir ce lieu pour qui va rentrer en fait en résonance avec certains aspects de nous qui ont besoin d'être traités. On dit qu'il y a des maisons à cancer, qu'il y a des maisons à divorce. Bah, peut-être qu'un couple qui est attiré par une maison à divorce, c'est qu'il a peut-être des choses à régler justement dans son couple. Ça veut pas forcément dire qu'il doit divorcer, mais se dire qu'il a peut-être quelque chose à dépasser par rapport à ça, qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a plein de possibilités, hein. Mais ça va rentrer en résonance avec ce qu'on a à travailler. Et, euh, et du coup, moi, mon but, c'est de nettoyer ce lieu, en fait, de le vider de toutes ces mémoires qui n'appartiennent pas aux habitants. Et, euh, et comme on ne peut pas laisser un espace vide, hein, énergétiquement, on va le remplir. En fait, on va mettre une autre énergie en place, mais cette énergie, elle est sur mesure pour les habitants du lieu. C'est-à-dire que elle est là pour les aider à avancer. C'est là aussi toute la dimension thérapeutique, c'est-à-dire qu'on optimise le lieu comme pour créer une intelligence, vraiment, une énergie vivante, en fait, rendre le lieu vivant pour qu'il accompagne les gens sur leur chemin de la façon qui est la plus juste pour eux. Donc le but, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. On enlève vraiment toutes ces vieilles mémoires en expliquant quand même, il y a toute la démarche aussi d'expliquer par rapport aux mémoires que je vais ressentir sur le lieu, de faire le parallèle avec les gens en fait. Pourquoi est-ce que ça vient les chercher à ces endroits-là? C'est la partie conscientielle, le fait de pouvoir expliquer les choses, ça permet aux gens, par des prises de conscience, de transformer ce qu'ils ont à transformer, et pour autant, ces mémoires, on va les nettoyer, parce que voilà, elles ont rien à faire là, quoi. Elles ont plus rien à faire là.
et on va mettre quelque chose en place qui, pour le coup, sera fait pour les gens. Parce que du coup, normalement, en fait, quand on arrive, par exemple, dans une maison où il y a une certaine énergie, par exemple une maison à divorce, comme tu le disais tout à l'heure, hem, quand on arrive dans cette maison, c'est qu'on a quelque chose à, régler. Mais du coup, Mmh. si, tu nettoies tout ça, est-ce que du coup, bah, ça n'enlève pas justement, cet, aspect-là de, enfin, comment dire? Ça n'empêche pas le travail de se faire, tu veux dire, des gens vis-à-vis de... Eh ben écoute, non, dans la mesure où si les gens m'appellent à ce moment-là de leur vie pour faire ce travail sur leur maison, c'est que justement, ils sont prêts, en fait, ils sont prêts, c'est que c'est le moment pour eux, c'est juste pour eux que cette mémoire, elle soit nettoyée, bah, pour qu'ils aient pas, voilà, pour qu'ils aient pas à en faire leur affaire. Donc, si on m'appelle, dans tous les cas, c'est que c'est juste. Donc, la mémoire peut être nettoyée. OK. Et est-ce que c'est ça Mm. aussi? Est-ce que c'est ces mémoires-là qui font que, par exemple, quand tu rentres dans un endroit, il y a des maisons dans lesquelles on rentre et on se dit: «Oh mon Dieu», il y a rien de particulier, mais juste on sent que c'est oppressant et d'autres maisons dans lesquelles on rentre qui pourraient être agencées totalement de la même manière, mais dans lesquelles on rentre et on se dit: «Waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien ici». Ouais, tout ça, ouais, c'est par rapport aux mémoires du lieu, c'est par rapport à l'énergie du lieu, et c'est quelque chose de très personnel parce que pour autant, toi, tu peux rentrer dans un lieu qui, voilà, dont tu vas aimer l'énergie, tu vas trouver que c'est confortable, alors que quelqu'un d'autre va y rentrer et détestera se trouver là, quoi. Donc c'est vraiment propre à chacun. Mais effectivement, ouais, c'est cette sensibilité-là qu'on a tous, en réalité. Ouais, effectivement, ça vient décrypter. C'est lié à ces mémoires, ouais. C'est lié à ces mémoires-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit, enfin, quand on se sent pas bien, par exemple, dans un endroit, c'est, très relatif. Si, par exemple, je vais dans une maison je reprends toujours l'exemple de la maison à divorce, mais, si je Ouais. rentre dans une maison à divorce, mais qu'en fait, je j'ai peut-être pas nécessairement quelque chose à régler avec ces histoires-là, peut-être que c'est justement là où je me sentirais pas très bien. Alors que si j'arrive dans un truc où j'ai quelque chose à régler justement avec dans mon couple ou dans l'amour en général, j'arrive dans cette maison, comme j'ai quelque chose à régler, alors c'est un peu comme si j'allais vibrer avec, heu, finalement l'énergie de la maison, donc je vais m'y sentir bien. Eh ben, franchement, ça peut être ça, ce sont des exemples, mais parmi plein d'autres, parce qu'une fois de plus, il y a des gens, tu vois, je sais pas, l'énergie d'une maison à divorce, ou peut-être c'est une énergie où il y a des tensions, peut-être que ça va être leur zone de confort, et c'est là où ils vont se sentir bien, alors que toi, tu t'y sentirais pas bien, tu vois. Il y a plein de cas différents. Je pense à des gens en Savoie qui ont mis au point une technique d'harmonisation. J'étais allée à une conférence où ils expliquaient comment est-ce que ils en étaient arrivés à développer cette technique-là. Et eux, en fait, ils sont arrivés dans une maison qui était justement une maison à divorce. Et ils s'entendaient très très bien avant. Et ils ont commencé à s'engueuler et à se prendre la tête. Et ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ça nous ressemble tellement pas. Et ils se sont rendus compte que ça venait de la maison. Et cette maison, elle les a pas fait divorcer. Elle leur a juste permis de se rendre compte que l'énergie du lieu les amenait à se disputer. Et ça leur a permis de développer une méthode d'harmonisation des lieux de vie, tu vois. Donc en fait, on peut pas anticiper. Ça se trouve, tu vas te retrouver dans une maison à divorce ou quoi que ce soit, et ça te permettra de mettre au point un truc, tu vois, j'en sais rien, de développer une technique pour aider les couples, tu vois, dans leurs relations, parce que t'es sexologue, j'en sais rien du tout. Mais c'est juste pour te donner l'exemple, de dire que en fait, on ne sait pas. C'est pas parce que tu vas dans une maison à divorce que ça veut dire que ton couple il va mal et que ça va faire que soit tu t'y sens bien ou moins bien qu'un couple où tout va bien, tu vois, D'accord, ouais, ouais. c'est vraiment du cas par cas, quoi. Il n'y a pas de règle de base, genre ok, mon couple va bien, donc si je vais dans une maison à divorce, ça va se passer comme ça, je vais me sentir comme ça. Il n'y a pas de règle en fait. Ce serait vachement plus simple sinon. Mais il n'y a pas de règle. C'est du cas par cas.
C'est super intéressant. Ah bah ouais, je te le confirme, c'est passionnant. On se rapproche déjà de la fin de cet épisode. Mmh. Est-ce que Mmh. tu aurais quelque chose à rajouter pour, ceux qui nous écoutent? Pour ceux qui nous écoutent et beh, qui oui, ouais, je les invite simplement à, et beh, à travailler, à se mettre en phase avec leur vérité de chaque instant, à être en phase avec, leur présence et et à se donner les moyens de se rapprocher, toujours dans la mesure du possible, parce qu'on fait de notre mieux évidemment, bah, de leurs aspirations, voilà. Et que si c'est compliqué, bah, qu'ils gardent à l'esprit que qu'ils font de leur mieux et que c'est OK. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Alors du coup, si on veut te retrouver, on peut te retrouver sur, Facebook au nom de Sophie Nosé, donc je vous trouverez le lien dans la Ouais. description et aussi sur Instagram. Exactement. J'ai aussi un site du même nom, voilà, j'ai un site internet qui parle de mes services en harmonisation, donc ouais, sur tous ces supports-là. Et tu as donc tout nouvellement ouvert également une autre page Facebook, un autre compte Instagram qui s'appelle le Cercle des sorcières? Alors l'atelier des sorciers et sorcières. OK, Ouais. voilà. Donc si, enfin je mettrai tous les noms dans la description, mais n'hésitez pas à Yes. aller voir parce que c'est vraiment passionnant. Merci. Merci beaucoup Sophie en tout cas d'avoir, accepté de témoigner sur ce podcast et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant LLDRI-du-bas podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes. Et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.